Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast. Alors aujourd'hui, on va dérouler l'actualité de la semaine de quoi? Du 13 mars, donc avec la newsletter intitulée Cocktail haute couture qui a été publiée le 19 mars, très précisément, donc ce dimanche. Et aujourd'hui, on va dérouler ça avec David Migueres de Mescal Brothers qui se joint à moi donc, pour ce nouvel épisode. Salut David. Salut Frédéric, tu vas bien? Très bien, et toi? Écoute, tout Ok. va bien. Lundi, tout va bien. Un bon lundi, Un bon lundi. exactement. Et on va faire un petit catch-up d'actualité ensemble. Voilà, donc toi, tu es Mescal Brothers, hein, pour placer, contextualiser, et tu fais aussi, tu as une marque d'eau pétillante au CBD qui s'appelle Chill. Tu as aussi, tu bosses avec du vin canette, Exactement. Canetta, bref, donc plein de perspectives intéressantes. Et Mescal Brothers qui distribue pas mal de marques artisanales, pas que du mescal pour le coup. Même si on va évoquer un peu tout ça, et puis on va voir, on va parler d'Empirical à un moment. Je sais que tu as ça dans ton portefeuille, donc c'est cool. Exact. Bref, bah écoute, je te propose qu'on attaque tout de suite. Et première news de la semaine, qui faisait un peu le titre de la newsletter, c'est en fait Gucci qui a lancé, alors ça a déjà été lancé l'an dernier, pour être précis, mais c'était disponible qu'en Italie dans le bar Gucci. Et maintenant, c'est disponible, vous pouvez même le commander en France. Donc, c'est un cocktail en fait en bouteille Gucci qui a été créé par Giorgio Bargiani, donc le bartender du Connaught à Londres. Et c'est un cocktail à base de gin, de vermouth, il y a de la liqueur de vétiver, enfin bref. Voilà, puis il y en a quand même pour 148 euros la bouteille de 50 centilitres. Donc, le positionnement, il est très clair là. Mais voilà. Donc, première actu produit, on a toujours un peu dans la même lignée. On a NC aussi qui, cette semaine, a annoncé une collab avec Kim Jones, qui est en fait le DA de Dior. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de ponts en ce moment entre le monde du luxe, le monde même maintenant, plus précisément, là, on voit de la mode avec les spiritueux. Donc, lui, il a designé en fait une espèce d'enveloppe en titane là, qu'on voit en photo pour ceux qui suivent en vidéo, euh, qui en fait enveloppe la bouteille d'Annecy XO. Et voilà, il y a une autre édition limitée qui a été sortie. Il y a même des baskets siglées Annecy. Voilà, je ne sais pas Ok. si tout ça t'inspire des choses en particulier, mais... Bah écoute, nous, on a un avis sur ça. Enfin, en tout cas, on n'est pas du tout fermé aux rencontres entre différents univers. On aime beaucoup la mode. Enfin, de manière générale, tout le monde aime bien avoir des fringues, quel que soit son. Enfin voilà, tout le monde aime bien un peu s'habiller à sa manière. Mais c'est vrai que nous, on a sur le flacon, on a toujours privilégié le liquide. Mais on a toujours Ouais, trouvé ça bizarre d'avoir un liquide plus cher, enfin un flacon plus cher que le liquide. ouais, D'ailleurs, si tu vois des marques de petits producteurs qu'on a comme la Locura, qui sont des bouteilles chères qui peuvent finir à 200, 300 euros en boutique, la bouteille, c'est la même que la bouteille de notre mescal de verse qui coûte 10 fois moins cher. Donc on a, d'accord. mais on C'est n'est pas pas fermé. le... On a, C'est pas le on- contenant que tu payes, c'est parce que le liquide a été fait de manière spéciale. Exactement. Et en fait, on a toujours eu du mal à dire, bah, en fait, la bouteille coûte plus cher que le liquide. Mais Mm. bon, encore une fois, on n'est pas des extrémistes. On est toujours assez ouvert. Et j'aime bien chez moi, j'ai des jolies bouteilles et c'est pas forcément toujours des alcools que je bois tous les jours, quoi. Donc c'était une jolie bouteille, la bouteille designée par le mec de Dior, je trouve. Ouais. Ouais, clairement, c'est surtout l'enveloppe en fait qu'il a fait. Apparemment, ils ont Il y a la bouteille à moulé ça l'intérieur. avec des trucs, ouais. Donc, t'as sur d'autres photos, hein, pour ceux qui voudront regarder. Évidemment, tout ce qu'on déroule là, vous avez toutes les sources sur distillnews.fr, hein, vous pouvez checker tout ça. Il y a pas mal de photos, notamment on voit même le moule qui a été fait en 3D. Et puis après, c'est assemblé par-dessus la bouteille. Après, je sais pas comment tu le déballes exactement, mais Ouais, c'est une bonne voilà. question. Ouais, ça n'a pas l'air si pratique. Mais voilà, mais c'est intéressant pour le coup. Ouais, si effectivement on a tendance à payer des bouteilles Baccarat, des trucs hors de prix, alors que le jus finalement vaut beaucoup moins à l'intérieur. Ouais. Mais tiens, on va parler justement de marques que toi tu distribues derrière. Tu m'as parlé donc d'une liqueur, une nouvelle liqueur de piment chipotle, donc du jalapeno précisément, qui Exactement. s'appelle Humo et du coup qui est arrivé récemment dans ton portefeuille, c'est ça? C'est notre dernière entrée dans le catalogue. Alors en gros, pendant l'année, généralement, on se balade un peu aux quatre coins du monde. On était au Japon, on va au Mexique, évidemment, assez souvent.
Et on pensait que notre catalogue 2023 était bouclé, et on a reçu une bouteille en échantillon d'un distributeur espagnol qui fait à peu près le même boulot que nous. Lui, il est vraiment spécialiste du Mexique, alors que nous, on est un peu sorti aussi enfin, on s'est ouvert à d'autres pays. D'accord. Et on a goûté ça avec Benjamin, mon associé. On a trouvé ça exceptionnel. Et du coup, on a creusé, on a demandé plusieurs informations sur le produit. En fait, c'est un produit qui a été fait par un chef, donc tu vois en fait quand des alcools ont été faits par des spécialistes de la distillation, ou quand ça a été fait par des chefs, notamment Ouais. Empirical Spirit, on en parlera après, mais ça n'a pas été fait par des experts ou en distillation, ou enfin ça a été fait par des gens qui travaillent avant en cuisine. Et Ouais. tu trouves vraiment ce côté technique de cuisine, donc des macérations, la cuisson du piment. Je vais revenir sur le process après, qu'on trouve hyper intéressant, parce que nos clients sont évidemment des barman dans une grande majorité des cas, mais de plus en plus aussi de propriétaires de restaurants qui sont parfois les chefs de leur propre restaurant, et qui vont aussi aider à faire des cocktails. Donc il y a des allers-retours de plus en plus souvent entre le bar et la cuisine. Et en fait, ce type de produit fait vraiment le lien entre les deux. Et tu peux, à partir d'un alcool comme Humo, faire un cocktail hyper simple avec 2-3 ingrédients, et vraiment d'avoir ce côté technique de cuisine, ou alors l'utiliser en cuisine directement, ce qui est aussi le cas de certains de nos restaurants. Donc, D'accord. voilà, c'est un alcool qui est vraiment exceptionnel. C'est très puissant en goût. C'est vraiment quelque chose que tu peux utiliser limite en bar spoon sur certains cocktails, et qui respecte en fait certaines techniques de cuisine mexicaine, notamment sur la transformation du piment, donc frais, qui va être un piment rouge. On va utiliser une technique qui s'appelle tatemear. C'est D'accord. cuire directement sur la flamme. C'est-à-dire que tu vas brûler le piment, tu vas le cuire en même temps. Ça va permettre de le conserver, et de le garder assez longtemps sans devoir l'utiliser en cuisine. Donc ça va le sécher. Donc tu le cuis, tu le sèches après. Donc c'est une sorte de maturation. Tu vas laisser maturer le piment dans certaines épices, etc. Et ce D'accord. piment-là, une fois qu'il est sec, tu peux l'acheter au marché au Mexique, et tu peux le garder plusieurs mois. Enfin, je sais pas exactement combien de temps, mais assez longtemps. Donc le piment, pareil. Donc c'est, comme tu disais bien, c'est un jalapeño. Ce sont des graines mexicaines, mais qui sont récoltées à côté de Madrid, dans le nord-est de Madrid, dans une région qui s'appelle enfin une ville qui s'appelle Segovia, dans la région de Castilla et León. Ah, Donc, parce que pour situer, c'est un chef mexicain, c'est bien ça, qui a imaginé ça, et c'est produit avec un distillateur espagnol, c'est ça? exactement. Ok. La recette, elle est réalisée par la recette de macération et de cuisson des piments. Elle est réalisée par ce chef espagnol, et Ok. qui a un restaurant à Madrid qui s'appelle Roberto Ruiz. Et toute la partie de distillation est faite par un distillateur en Espagne, Ok. avec un vieillissement en fût de Pedro Jiménez. Donc voilà, aussi une rencontre entre l'Espagne et le Mexique qui est hyper intéressante. Et ce côté technique, gastronomique, culinaire. Ok, donc ça, nouveauté. Et est-ce que c'est piquant au goût? C'est juste parfumé au piment, et il n'y a pas le côté, le kick, la brûlure ou quoi? Alors justement, c'est intéressant parce que, idem, on peut faire un parallèle avec Empirical Spirit, qui avait ce fameux Fuck Trump, et là qui a encore dans sa gamme un spiritueux à base de piment mexicain qui s'appelle Ayuk. La différence, D'accord. c'est qu'il y a une macération après la distillation, et du coup, ça te permet en fait de garder, je me rappelle plus, je l'oublie tout Piquant, le ouais. temps, la molécule du piquant qui disparaît à la Euh, distillation. Ouais, Ouais, c'est ça. Hein. on J'ai va éviter oublié, de dire mais des ouais. bêtises, mais Je peux faire une petite recherche sur Google rapide, mais en gros, voilà, sur Empirical Spirit, tu vas avoir un nez poivron. En tout cas, sur le Fuck Trump, tu vas vraiment faire croire à ton cerveau que tu vas boire quelque chose de piquant. Et une fois que tu l'as en bouche, en fait, le piquant disparaît. Du coup, ça déstabilise. C'est d'ailleurs un des sujets qu'aime bien utiliser Empirical Spirit, c'est-à-dire cette différence entre ce que perçoit ton cerveau et ce que va après percevoir ouais. ta piste sensorielle. Alors que là, tu as vraiment le piquant au nez et le piquant en bouche. C'est un produit spicy qui va, par exemple, pour une spicy margarita, qui est mon cocktail favori au mezcal, Ouais. évidemment, c'est pas mal. Donc, t'auras le fumé et le piquant en plus. Ok, bah Exact. Et tu as le côté fumé. Tout à ouais. fait. Donc, donc produit très original, bah, un peu comme. On le verra si on reparle d'Empirical tout à l'heure, globalement du portefeuille de Mescal Brothers. Bah, en tout cas, très cool. Donc voilà, on s'appelle Humo. Je prononce bien, ouais. C'est ça. Humo, qui veut dire fumé. Fumé, tout Ouais. simplement. La fumée. Ok, ben on enquille, je te propose, et ben on vient en France avec Ninkasi qui a sorti, bah tiens,
On est lundi, c'est le premier jour du printemps. Et Ninkasi qui sort une nouvelle collection qui s'appelle comment? Cuvée de printemps. Enfin, la gamme s'appelle Saison et ils sortent donc le premier whisky de cette gamme qui s'appelle Cuvée de printemps. Donc, c'est vieilli en fût de cognac. Et ensuite, ça passe en fût de vin blanc de la vallée du Rhône. Voilà. Donc, des petites éditions limitées chez Ninkasi qui d'ailleurs fait pas mal de travaux en ce moment à Tarare. Donc, hâte de voir le nouveau site aussi. Et je pense que bon, on aura l'occasion d'en reparler sur Disti News. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah tiens, ça c'est un peu peut-être une tendance aussi que j'observe beaucoup, c'est le café. Le café, j'ai l'impression depuis quelques années, là, c'est vraiment quelque chose qu'on fait un peu à toutes les sauces. Et ça, je ne l'avais pas encore vu, c'est dans le gin. Et donc, on a Distillerie Domaine de Provence qui a sorti donc qui a un gin qui s'appelle Gin 12 et qui a sorti visiblement une déclinaison café qui a même avec une petite macération, puisqu'il y a la couleur aussi du café. Donc voilà, j'ai aucune idée de ce que ça goûte, mais je suis très curieux. Là, on voit en photo les graines de café et les baies de genévrier. Je suis très curieux de cette Ouais, association. Voilà, donc le café. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? On a Jack Daniels qui sort, ça pareil, quelque chose qu'on voit de plus en plus, j'ai le sentiment, c'est les whiskies américains avec une mention d'âge. On voit que le whisky américain qui était souvent plutôt cantonné sur des choses assez jeunes parce qu'il y avait cet apport des fûts neufs et tout, mais on va de plus en plus vers des grosses mentions d'âge. Et on voit que même Jack Daniels, qui l'an dernier du coup a sorti un 10 ans d'âge dans une collection qui s'appelle Aged et qui là a dévoilé la semaine dernière donc un 12 ans d'âge. Donc c'est le même mash bill hein, que le 10 ans, mais avec un vieillissement un peu différent, il me semble. Mais voilà, donc voilà, il n'y a pas que les Écossais maintenant qui font L'âge, ouais. de l'âge. Mais un gros retour en Exact. force des whiskies américains en ce moment, c'est Ouais. assez impressionnant. Et il y en a très peu sur le marché. Nous, on cherche un whisky américain. Donc, s'il y a des producteurs de whisky américains qui nous écoutent, contactez-nous. Mais Ouais. c'est hyper difficile à trouver. Là, il y a une des dernières distilleries un peu cool, indépendante, qui s'appelle Balcones, qui a été rachetée Ouais. par Diageo ou par Pernod. On était hyper déçus. C'est Diageo. C'est Diageo, ouais. C'est Diageo et c'est distribué en France par RF Distribution, il me semble. Ouais, je sais pas si c'est encore eux ou pas, mais en tout cas, ils avaient en effet la distrib et c'est un produit qui est exceptionnel. On avait réussi à acheter des bouteilles d'une collab avec un vieillissement, enfin un truc avec un producteur de cognac français, j'ai oublié le nom. Et Ouais. en fait, on avait cherché à les contacter et on comprend mieux pourquoi c'était un peu Pourquoi Diageo met la main Ouais, dessus? ouais, clairement. Et du coup, c'était un peu une des marques mythiques pour nous de whisky américain. Enfin, c'est dommage, c'est pas dommage, mais clairement, c'est vrai que trouver un acteur indépendant dans le whisky américain, c'est devenu quasi impossible. Ah oui, parce que pourtant, je crois qu'il y a aujourd'hui, il y a plus de 2400 Ouais, mais alors, micro-distilleries, quoi. soit ils produisent pas assez, et du coup, ils exportent Ouais. pas forcément, ils n'ont pas Oui, c'est d'allocation pour très l'Europe, soit ils sont local, déjà ouais. distribués et ça se passe bien. Mais en France, si tu regardes bien sur le marché, sans citer de marque, il n'y en a pas non plus, Hmm. il n'y en a pas beaucoup, surtout à des prix, je veux dire, avec des gros whisky américains, il y en a quand même pas mal, mais un whisky accessible, un peu mixo, c'est devenu très très difficile. Donc voilà. Mais j'avais pas suivi cette histoire d'appellation sur l'âge, etc. Mais c'est intéressant de voir que Que ça ça se évolue, quoi, développe, ouais. que ça se développe. Et, Ouais. et pour parler de Balcones, il me semble aussi, et je pense Diageo a aussi misé dessus, c'est que donc c'est une distillerie texane qui est spécialisée dans l'American Single Malt. Ouais. Donc qui est un peu la nouvelle catégorie qui se développe aux US, qui va se consolider là avec des règles officielles. Ok. Et du coup, Diageo aurait une marque qui est un peu spécialisée. C'est comme la semaine dernière, j'avais Fabrice Jarlot de Rémi Cointreau dans le podcast, qui lui distribue Westland, qui est Westland, aussi ouais. marque pionnière dans ce nouveau segment des American Single Malt. Donc à suivre. Mais oui, clairement, les mentions d'âge, voilà. Je pense qu'on est amené à en voir de plus en plus dans le whisky américain. Next, on a. Donc ça, c'est un distributeur, il me semble, qui s'appelle Tenlocks en Angleterre, qui a développé une marque en interne de vodka à base de petits pois britanniques. Donc voilà, ce petit produit un peu original, simplement pour rappeler qu'on peut faire de la vodka avec absolument tout au final. Ouais. Voilà, petit pois, je ne connaissais pas encore, mais Moi voilà. non plus. Et- Très, très, très original pour le coup.
Voilà. On a ensuite, alors on passe au sans alcool, mais je trouvais ça très intéressant aussi, c'est Fever Tree, qui en fait, au-delà des toniques, ginger beer et compagnie, apparemment a lancé au UK et aux États-Unis là, une gamme de mixeurs. En fait, donc tu as un classique margarita mix, tu as un classique mojito mixeur, un espresso martini et également un Bloody Mary, il me semble. Où finalement tu n'as plus qu'à, dans le cas de l'espresso martini du Bloody Mary, tu as juste à ajouter de la vodka et tu as ton mix. Margarita, j'imagine juste la tequila et c'est good. Voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, ça premiumise un peu ce segment, alors que c'est finalement ce genre de prémix a quand même très mauvaise image a priori. Ouais, Ça fait vraiment cheap par rapport à toute l'émergence de la scène craft cocktail. Mais que le fait que Fever Tree lance quelque chose comme ça, je c'est trouve ça intéressant. Ouais. intéressant. Ouais. C'est vrai que ça avait quasiment disparu. Les mojito mix, c'est quand même quelque chose qui, dans la tête de quelqu'un qui bosse dans l'industrie des spiritueux, c'est quand même très mal vu et même, enfin voilà, c'est un peu une blague. Mais c'est cool en effet. Ouais, si Fever Tree fait quelque chose de qualité, ça peut être intéressant de regarder quoi. C'est vrai que j'aurais pas parié sur ça de Moi non manière plus. intuitive, mais à voir. Ils sont capables de faire des trucs assez cool, Fever Tree aussi. Ouais, c'est qu'en fait, ils ont, il me semble, racheté une marque aux États-Unis qui était spécialisée là-dedans et je crois ils l'ont éteinte là, quasiment peut-être en même temps qu'ils ont lancé ça. Donc c'est clairement ils veulent le développer, mais je sais pas. Peut-être qu'aux États-Unis il y a un marché davantage pour ça. Mais à suivre en tout cas. C'est dispo aux US et au UK, donc en Grande-Bretagne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On passe un peu, alors je sais pas si tu t'intéresses un peu à tout ce qui est blockchain, NFT et compagnie. Il y a une plateforme qui s'appelle Blockbar qui fonctionne pas mal depuis 1 ou 2 ans. Et en fait, j'ai découvert une autre plateforme qui s'appelle Amber Island et qui a priori à peu près le même système de vente de spiritueux prestigieux en mode NFT, où en fait tu acquiers un droit de propriété de la bouteille. Euh, et ils ont fait donc leur vente inaugurale là, en février avec The Glen Turret. Donc pour le coup, là, on n'est pas du tout. Enfin, on est dans une marque quand même qui est historique, qui il me semble la distillerie date des années 1700. Hein. Donc on Ouais. voit un peu comment tout ça se mixe. Mais voilà, donc ils ont fait une édition, 30 bouteilles. C'était vendu, il me semble, 2700 $. Il y a des petits avantages en plus, type, je sais pas, une visite de la distillerie, quelque chose comme ça. Voilà, puis apparemment, il a fallu 7 minutes pour les Pour les vendre. vendre, ouais. Donc il y a un marché, visiblement, en tout cas pour ce genre de choses, de collection. Je sais pas, est-ce que les gens vont le boire et tout, mais bon. C'est intéressant. Non, non, enfin, moi personnellement, je suis un gros geek d'enfance et je me suis hyper intéressé à la blockchain. J'arrive pas à trouver encore une application concrète pour Mescal Brothers, Hmm. mais par exemple, tu vois, c'était dans ta newsletter aussi sur le métavers de Tequila où tu peux Ouais. replanter des plantes, etc. Je pense que je me rappelle que est-ce que tu as besoin de la blockchain ou pas, mais en tout cas pour le suivi, c'est quand même intéressant de l'inclure dans un métaverse. Mais tu peux acheter, tu vois, replanter des arbres au Mexique. Enfin, on l'avait fait avec ma Alors, famille et du coup, tu as ton titre de propriété que tu reçois, genre, ouais. c'est un code que tu peux rentrer sur un site et voir comment pousse ton arbre. Avec la blockchain, ça peut être un peu plus sécurisé, un peu plus rapide, un peu plus moderne et cool. Mais je trouve ça hyper intéressant et au contraire, moi j'aime bien. Il y a des gens qui comprennent pas trop l'intérêt, mais Hmm. moi je pense qu'il y a un vrai intérêt à croiser justement un monde de tradition, de fabrication de spiritueux où c'est clairement c'est fait à la main, c'est cultivé à la main, etc. Et le monde de la technologie, notamment la blockchain, qui est une technologie que j'aime beaucoup. Ouais. Ah oui, bah, je pense le principal intérêt là surtout sur des bouteilles comme ça qui peuvent être très chères, c'est le côté en fait liquide dans le sens où tu peux le revendre très facilement. T'as pas, surtout si tu as une plateforme derrière qui s'occupe de stocker dans des conditions optimales la bouteille et tout. Toi, finalement, tu as ton titre de propriété que tu peux céder à quelqu'un d'autre. Il suffit que tu aies un acheteur, finalement. Tu n'as pas le côté logistique. Ah, faut que je te file la bouteille, il faut pas que je la casse, faut m'assurer Ouais, qu'elle soit authentique. Parce qu'il y a aussi des arnaques, malheureusement, comme ça. bien sûr. Et oui, il y a un projet, du coup, ouais, tu parlais d'agave, il y a un projet comme ça en Australie.
où tu achètes une agave et que tu vas effectivement pouvoir suivre de manière digitale ou quoi sa maturation. Et à la fin, avec ton NFT, donc ce titre de propriété, tu vas pouvoir récupérer un équivalent de bouteille alors pas de la tequila évidemment, mais D'ici là, spiritueux d'agave. d'agave, voilà, distillat d'agave qui a été produit à partir de ta piña, quoi. Faut être patient, du coup. Ouais. Voilà, Je sais pas, apparemment en Australie, 6-7 c'est ans. sur Ouais. 8 ans, quoi. 8 Ouais, ans, ouais. je crois qu'il me Ouais. semble que c'est 8 ans. Et ça, c'est intéressant parce que clairement, le côté NFT, t'achètes, tu revends le même jour. Bon, là, tu gardes quand même ce côté patience et tradition. Mais c'est hyper intéressant, ouais, d'inclure cette technologie, même comme tu disais, pour la contrefaçon, pour pouvoir certifier les bouteilles, etc. C'est ce que fait Blogbar un petit peu, non, de certifier Hum, les bouteilles que tu achètes dessus avec traçabilité. Alors, je pense que tu as tout ce qui est traçabilité. Après, tout ce qui est certification, j'avoue, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Comment c'est. Bon, là, j'ai le sentiment quand même que ça réside beaucoup sur la confiance. Tu vois, c'est que tu as. Je veux dire, tu as un moment, tu as, mettons, la Glen Turette qui envoie sa bouteille à la plateforme, qui la stocke. Elle édite un NFT, elle le revend, les gens peuvent se les échanger. Et à un moment, il y a un gars qui dit: Ok, moi, je veux récupérer la bouteille physique. Et Bien là, sûr. c'est Blockbar qui lui envoie. Donc après, je ne sais pas dans quelle mesure tu as une visibilité parfaite Mais bon, c'est un peu encore le flou, mais en tout cas, C'est le début. À suivre, en voilà. tout cas, clairement à suivre sur cette partie-là. En tout cas, il y a un côté commode, quoi. Ouais. Clairement, sur des trucs de collection comme ça. Voilà. Bon. News suivante, alors moins fun, c'est. Alors j'ai putain De police. de police derrière. Alors, dans un autre registre, on a l'Écosse. C'est plutôt vénère. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en Écosse, ouais, il fait pas trop bon être producteur de spiritueux en ce moment. Je sais pas si c'est gênant ou pas. Non, ça va. Le sonore, ça va, c'est au loin. Ouais. Moi, je l'ai bien fort. Ouais, non, mais ça va pour le coup, je l'entends en fond. Donc, désolé pour les auditeurs, hein. Mais voilà, c'est le live. Ce que je disais dans la newsletter, c'est que en ce moment, t'as des consultations sur est-ce qu'on a le droit de vendre de la tourbe dans le futur en Écosse. Tu as une consultation qui a fini récemment sur le marketing de l'alcool en Écosse, avec notamment des projets qui vont assez loin, qui vont au-delà de même de notre loi E20, que potentiellement en Écosse, ils réfléchiraient même à, je sais pas, à interdire les réseaux sociaux, interdire d'avoir peut-être même un site web, d'interdire l'affichage dans la rue, tout ça pour les alcools. Euh, Ce qui est assez fou quand ils pensent au pays du Ouais, whisky, bien quoi. sûr. Et là, ça va, du coup, bon, il y a tout ça. Apparemment, ils ont tout plein de soucis en ce moment avec tout un système de consignes là, qui est en train de mis en place sur les bouteilles et sur les canettes, qui est apparemment un truc assez chaud, assez compliqué à gérer, et surtout pour les plus petites entités. Voilà, mais en tout cas, ça ne s'arrange pas, puisqu'en plus, maintenant, ils ont eu l'annonce qu'il y avait une augmentation de 10,1% des taxes sur le whisky, notamment, sur les alcools forts, du moins. Donc voilà, et t'as la Scotch Whisky Association qui du coup, évidemment, réagit vivement à tout ça en expliquant notamment que maintenant, les taxes équivaudraient à 75% du prix d'une bouteille, en fait. Donc voilà, pour aller plus loin, tu as la Wine and Spirit Trade Association, donc toujours au UK, qui a publié un tableau un peu récapitulatif où tu vois un peu concrètement les augmentations selon les alcools. Et on voit que c'est clairement tout ce qui est fort, hein, tout ce qui est vodka, whisky, qui est bien impacté avec cette augmentation de 10%. Tu as tout ce qui est sherry et porto aussi qui se prend du 44% visiblement. Tu as les Ouais. vins tranquilles là, qui prennent du 20%. Finalement, il y a que les bières, les cidres qui ont l'air de pas trop mal s'en sortir, mais bon, c'est assez disparate. Donc voilà, donc sachez en tout cas, si tout n'est pas rose en France, on voit Ouais, qu'en c'est ce Écosse, que c'est pas forcément plus
plus sympa. On n'est pas très très loin en France non plus au niveau des 75%. Ouais. Le calcul en tête, mais on n'est pas très loin non plus, quoi. Mm. C'est bon. Bah, voilà. Donc à surveiller en tout cas. Donc ça serait appliqué au 1er août, tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tiens, ça va plus te parler. C'est des chiffres qui ont été partagés sur les ventes de les plus grosses marques de tequila et de mezcal aux États-Unis. Et donc, on a sur 2022, donc la plus grosse vente de tequila aux États-Unis, c'est José Cuervo avec plus de 5 millions de caisses de 9 litres. Et c'est finalement assez loin devant Patron, qui est deuxième avec bon, un peu plus que la moitié, mais 2,8 millions. Ouais. Donc voilà, donc des chiffres assez impressionnants. Sachant Et que en. Ouais, José Cuervo, ils font encore du mixto, donc c'est-à-dire c'est la ouais. tequila qui est pas faite à partir de 100% d'agave. Et Mhm. du coup, ouais, on pourrait limite dire que certaines de leurs bouteilles, c'est 50%, enfin, c'est une moitié tequila, moitié autres alcools. Mais D'accord. c'est vrai que je pensais pas que le gap était aussi important, hein, c'est quasiment 40%. C'est une grosse différence. Alors tiens, bah, éclaire-moi parce que moi je pensais que mixto c'était quand c'était pas que de l'agave Blue Weber, quoi. Mais là, tu es en train de me dire que ça peut être de l'alcool neutre. Alors, c'est rarement d'autres agaves, en fait. Mais c'est vrai que c'est D'accord. c'est- c'est- c'est marrant ce que tu dis, j'avais jamais pensé, mais en réalité, c'est 51% d'agave. Et le Mhm. reste, généralement, c'est des alcools industriels. Ça peut être, dans le meilleur des cas, de l'alcool de canne à sucre. Et dans le pire D'accord. des cas, comme c'est le cas, à mon avis, pour le gagnant de ce classement, le premier de ce classement, c'est des alcools industriels neutres, qui sont du coup D'accord. mélangés Ah oui. à la tequila. Ah ok, ben Sachant que, j'étais ignorant pour le coup. ouais, 51%, il y a des marques qui font 70%, mais quand il n'y a pas écrit 100% agave sur la bouteille, c'est que c'est pas 100% agave, et généralement c'est Ok. 51%. Alors que Parce, Patron fait que de la 100% agave, ok. il me semble. Parce que souvent, quand tu as le 100%, il précise c'est de l'agave bleue. Ouais. Ok. De toute manière, l'appellation autorise uniquement l'agave Weber bleu, enfin l'agave Azul D'accord. de la tequila pour pouvoir appeler ça tequila. D'accord. Ok, bah merci pour l'éclairage. Parce que je pensais pas que ça pouvait impliquer de l'alcool neutre ou du rhum potentiellement. Ouais, 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 mais c'est Ok. ce qui provoque les gros maux de tête et le fait que les Français n'étaient pas prêts à boire de la tequila quand j'ai commencé à leur ramener d'autres bouteilles il y a 10 ans. Ouais. C'est généralement dû à l'autre alcool qu'ils rajoutent en plus de la tequila, quoi. Ok. Bon, bah, très bon éclairage. Ensuite, on a même type de data, mais pour le mezcal. Et on voit, donc, on avait 5 millions de caisses de Rosé Cuervo juste avant. Le mezcal, on voit que c'est quand même beaucoup plus confidentiel, vu que la plus grosse marque aux États-Unis, c'est Illegal Mezcal avec 175 000 caisses de 9 litres. Devant Del Maguey, donc Del Maguey qui est chez Pernod Ricard, pour le coup, avec 110 000 caisses. Voilà. Puis on voit qu'une marque comme Casamigos, qui est aussi présente en France, c'est 53 000 cases. Donc on voit que le C'est tout mezcal, petit. ça reste tout petit Ouais. dans tout ça. Voilà. Je ne sais pas si tu as des Et là, du commentaires coup, sur le mezcal. maintenant, ce qui est intéressant dans ce classement, c'est que je connais toutes les marques. Et Ouais, en fait, les 1, 2, 3, enfin, les 8 premières marques sont artisanales ou semi-artisanales, parce que maintenant, c'est vrai que on peut pas appeler artisanal enfin, artisanal, c'est la manière de fabriquer, mais dans le mezcal, on commence aussi à parler de quantité produite. Il y d'accord. a eu le même débat avec Tito's Vodka, que tu dois connaître Ouais. le Le procès qu'il y a eu, handmade. le handmade exactement, alors que c'est une des vodkas les plus vendues aux États-Unis. Et oui, l'alambic est artisanal, mais est-ce que fabriquer 100 millions de litres sur un an, est-ce que ça reste un produit artisanal? Donc pareil, mais c'est intéressant de voir que tu vois, José Cuervo, c'est méga industriel, alors que Casamigo, c'est illégal, ça reste quand même entre, entre semi-artisanal et semi-industriel selon où tu places le curseur. Mais c'est quand même Mais d'ailleurs, rassurant globalement. j'ai vu des articles qui expliquaient aussi qu'il y avait des producteurs qui sortaient de l'appellation mezcal parce que c'était trop contraignant. Euh, Et même pas mais que bon, ça. ouais. Bah, concrètement, Lalo Angeles, qui est un producteur de mezcal à Oaxaca, qui est potentiellement le meilleur producteur de sa génération, fils et petit-fils et petit-petit-fils de producteur, il produit 5000 litres par an. Et en gros, lui, ça le faisait chier en fait de voir sa bouteille qui dit mezcal artisanal à côté d'une bouteille qui dit aussi mezcal artisanal, mais que lui ne considère comme étant pas du tout artisanal et faisant du mal à sa marque. En fait, clairement, Mhm. sans citer de marque, mais une des marques de ces classements-là,
c'est clairement pas le même niveau d'artisanat. Donc lui, en fait, il a décidé de sortir de l'appellation mezcal aussi bien pour des questions contraignantes d'appellation, de certification, que pour des questions aussi commerciales où en fait, lui, il les vend, ces 5000 bouteilles. Enfin, il a même pas besoin de les vendre, elles sont déjà quasiment prévendues tous les ans, sous allocation comme un grand producteur de vin en Bourgogne ou Bordeaux. Et en fait, du coup, maintenant, c'est Destilado de Agave, donc distillade d'agave, et il est sorti de l'appellation pour des raisons un peu politiques aussi. Donc, c'est aussi un phénomène hyper intéressant. Les producteurs les plus connus se disent, en fait, c'est moi qui suis connu, disons, entre guillemets, j'ai pas besoin de payer une marque, donc la marque Mescal, pour pouvoir coller ce nom sur mon étiquette, alors que les gens m'achètent déjà mon Mescal, quoi. Alors, c'est rien à voir un peu, mais ça me fait penser. Finalement, c'est comme quand t'es Captain Morgan ou que t'es Don Papa. Enfin, même, imaginons Jack Daniels. Jack Daniels demain fait quelque chose qui sort des clous du whisky. En fait, c'est Jack Daniels et du coup, ils le vendront, quoi. C'est exactement ça. C'est la même réflexion, mais du coup de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils en vendent. À l'opposé. Ils en vendent tellement et la marque est tellement connue comme étant juste la marque, ils ont même plus dans l'appellation. Mais je crois que Hennessy, c'est pareil. Demain, ils sortent de cognac aux États-Unis. Les gens, ils commandent un Hennessy Coca, ils demandent pas ils savent même pas que c'est du cognac, 90% du temps. C'est Hennessy, c'est une catégorie à part entière. Donc ouais, ça, c'est la force des marques, c'est qu'elles peuvent, comme tu dis, quasiment sortir des appellations et ça reste Dom Papa, ça reste Captain Morgan, dans la tête des gens, quoi. Et peut-être aussi pour rebondir, là, tu parlais du fait que. Moi, un truc qui m'a souvent. Tu vois, t'as Teremana là, qui a explosé C'est la tequila cette de année. The Rock. Tequila de The Rock, exactement. Et donc là, qu'on voit dans le classement qui est à 903 000 caisses. C'est fou, Et ils te font du merch avec écrit small batch, quoi. Ouais. et c'est assez incroyable. Alors, j'ai pas creusé Teremana. Enfin, je sais que ce phénomène de célébrité en France, heureusement, nous, on en est quand même pas mal protégé. C'est-à-dire que ça n'a jamais vraiment fonctionné. On l'a vu avec le whisky de Beckham, où ils ont dépensé littéralement des centaines de milliers d'euros en pub dans le métro, d'événements, etc. Et ça a jamais vraiment explosé. On a vraiment de la chance, nous, petits distributeurs, d'être quand même prémunis de ces célébrités-là. Mais Teremana, ça a explosé, quoi. Ils vendent quasiment autant de mezcal que Casamigos en 6 ans d'existence. Donc, c'est assez impressionnant. Il y a clairement le marketing d'influence fonctionne. Ouais, aux États-Unis, ils boivent que ça. Enfin, j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça, quoi. Mais ouais, tout le monde je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a une marque de tequila. J'ai vu d'ailleurs que David Beckham sortait de High Club pour lancer sa propre marque de tequila et de whisky américain ou de whisky anglais, je sais pas. On va y venir après. Okay. C'est dans le flow. Ouais, donc nous on est encore bien hermétique à ce genre de tendance qui est quand même très très rassurant parce que et puis la loi E20 par défaut le limite, quoi, à moins que tu sois identifié comme producteur, enfin tu vois que tu es une star, mais qu'elle soit identifiée comme producteur ou quelque chose comme ça, c'est un peu compliqué de se mettre en avant en tant que personnalité. Ok, j'en suis pas là encore, donc j'ai pas regardé le texte. Voilà. Typiquement, je sais pas si Teremana pourrait se vendre en France avec la tête de The Rock mise en avant. Sauf si ils te le mettent comme non, c'est pas The Rock, l'acteur, cascadeur, catcheur, mais c'est, je sais pas, le. Ouais, tu vois. Bon, c'est un peu la limite, mais voilà. C'est pas plus mal. Enchaînons. On a The Macallan qui a racheté 50% de parts de Grupo Esteves, donc pour se fournir en fûts de sherry, qui sont assez typiques de The Macallan pour le coup. Donc voilà, une petite news comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment un espèce en ce moment, de ruée sur les fûts de sherry. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines, justement, je relayais une autre distillerie écossaise qui s'appelle Art Gowan, qui a carrément signé un contrat de 100 millions, pareil, pour s'approvisionner sur les 10 années à venir ou sur plusieurs décennies, je ne sais pas, en fûts de sherry, justement, pour leur whisky. Donc, je ne sais pas quel volume ça fait de fûts à ce prix-là, mais bon. En tout cas, dans le cadre de Macallan, on ne sait pas de combien est le deal, mais bon, si vous voulez vous faire un ordre d'idée, vous voyez que
Apparemment, il y a un deal à 100 millions à côté. Donc, c'est dire la valeur de. Si vous avez fait des fûts de chéri, voilà. C'était un bon investissement. Exactement. Donc voilà pour le chéri. On a une petite news un peu fun dans le côté business. Je suis tombé sur des statistiques d'un comparateur qui s'appelle Finder et qui en fait a fait une étude sur le coût de l'ivresse, c'est-à-dire combien ça coûte le fait d'être ivre. Et en fait, pour montrer qu'il y a 14 milliards de dollars qui ont été dépensés en 2022 sous influence Ouais. par les Américains. Voilà, donc les principaux items achetés bourrés, si on peut le dire comme ça, c'est visiblement tout ce qui est chaussures, vêtements et tout, suivi par la food. Voilà, donc 47%. Et puis après, c'est tous les vices, on va dire. C'est alcool, jeux et cigarettes qui arrivent juste après. C'est vrai que les boutiques ferment un peu plus tard aux États-Unis. En France, acheter des chaussures bourrées, bon, à part si tu te bourres la gueule à midi, quoi. Mais, Alors, je pense que tu dois avoir de l'achat compulsif en ligne aussi, ah non? oui, Donc, exactement, bien sûr. Ouais, je pense maintenant, il y a pas de frein. Et alors, donc là, on est sur du 14 milliards, mais c'était encore plus fou en regardant les stats de 2021. Donc, on était à 21,6 milliards de dollars. Ouais. Et l'année d'avant, donc en 2020, en plein Covid, plein Covid. c'était 44,9 Ah ouais. milliards de dollars. Ok, bah, c'est vrai que ça a été la folie sur Internet, ce Covid, ouais. Voilà. Donc, petite parenthèse, voilà, genre de petites stats, des fois sur lesquelles on C'est tombe. marrant. Voilà, le coût de l'ivresse. Bah tiens, on en parlait juste avant. David Beckham, donc, qui était associé à Diageo sur la marque iClub, donc marque de whisky écossais depuis 9 ans maintenant, et qui a donc apparemment mis fin à son contrat. Mais apparemment, sa carrière, on va dire, dans les spiritueux ne s'arrête pas là, puisqu'il aurait l'intention, il serait en train de. Bah, je crois avoir vu d'ailleurs avec un des mecs qui a fondé Teremana, peut-être, ou Casamigos, peut-être je mélange, mais bon, un des deux. Apparemment, il y a eu des rencontres, donc il chercherait à investir ou à créer ses propres marques de tequila, potentiellement de bière, de sans-alcool. Enfin bref, il y a visiblement David Beckham aime bien ce milieu. Ouais. Et à titre indicatif, Victoria Beckham, donc sa femme, a déjà bossé avec Don Julio, il me semble, qui est une marque chez Diageo aussi. Ouais. Et on a Brooklyn, son fils, qui est fondateur d'une marque de saké en canette. Ok. Qui s'appelle Wisake. Oui, Voilà, saké. Ok. ouais, Wisake, connais pas. ouais, qui a des très jolies canettes. C'est vendu aux US, ça. Donc voilà, donc on voit qu'il y a un family business là Dans autour la des cave. SPI. C'est marrant. Donc voilà. Quel Donc David football. Beckham. Ensuite, oui, petite news un peu plus sur le côté production. Donc ça, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu. Je suis tombé là-dessus de manière un peu totalement par hasard. En fait, il y a une distillerie qui se monte, une distillerie de whisky en Chine qui s'appelle Nine Rivers Distillery. Il y a un ancien de Macallan d'ailleurs qui bosse dessus. Et en fait, je suis tombé sur leur chaîne YouTube et il s'avère qu'ils le diffusent tous les jours. Ils font des lives du chantier. Donc on peut regarder le chantier en live. Et il y a aussi des récaps sur la chaîne pour checker un peu les étapes clés en accéléré. Mais voilà, si vous êtes un peu geek, chef de chantier, un chef de chantier qui sommeille en vous, c'est plutôt, je trouve ça assez extraordinaire de pouvoir suivre ça quand les mecs coulent la dalle et tout. C'est cool. Euh, voilà, donc à voir comment ça va se développer une fois que le bâtiment peut-être sera en place et qu'on verra les alambics arriver. Mais voilà, petit truc un peu fun. Donc c'est Nine Rivers Distillery pour ceux qui voudraient checker. Et évidemment, vous avez le lien dans la newsletter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah bah tiens, Empirical. On parle de distillerie qui se monte. Il y en a une qui déménage et c'est Empirical. Alors du coup, je suis très content parce que j'ai eu le plaisir de visiter ça en décembre dernier. Et du coup, d'apprendre qu'ils vont fermer en juin à Copenhague, donc c'est à Copenhague, pour bouger de l'autre côté de l'Atlantique, à Brooklyn. Et plus globalement, visiblement, ils ont un projet d'être un peu une espèce de. On parlait de blockchain tout à l'heure.
de distilleries ou de marques décentralisées avec des différentes unités de production au, au plus près du La matière sourcing. première, ouais, c'est ça. Voilà. Je sais pas, toi, du coup, dans quelle mesure tu es, peut-être. Donc, Mescal Brothers distribue Empirical en France. Dans quelle mesure tu as peut-être des infos, des détails Alors, là-dessus? en gros, ils l'ont fait pour pas mal de raisons, mais notamment parce que leur plus gros marché est devenu les États-Unis, Ouais, notamment avec la canette que on a du mal nous à distribuer parce que RTD à base de spiritueux, c'est assez compliqué. En tout cas, c'est hyper cher au niveau des taxes. Donc, ouais, on a pour l'instant mis le projet de côté. Donc, leur ouais, plus gros marché, c'est les États-Unis, mais en plus, leur plus gros projet au sein d'Empirical, en dehors des canettes, ça va être un SPI qu'ils ont lancé il y a peu de temps, qui s'appelle Soca, qui est à base de sorghum. Et le ouais, sorghum, ça pousse principalement aux États-Unis. En tout cas, il y en a beaucoup qui poussent aux États-Unis. Et ça va être un peu leur entrée de gamme au sens tarifaire, pas au d'accord. sens fabrication. Et du coup, ils avaient besoin d'être proches de cette matière première, de cette ressource. Donc en fait, ils vont continuer à produire certains de leurs alcools en Europe, si j'ai bien compris. Comme tu dis, ça va être décentralisé, c'est-à-dire qu'ils vont essayer en fait d'avoir leur unité de production principale aux États-Unis pour desservir les États-Unis et potentiellement sous-traiter avec toujours des acteurs de qualité et avec un suivi, parce qu'ils vont garder des employés en Europe, une D'accord. partie de la production qui est destinée au marché européen en Europe. Euh, donc voilà, ils regardent certains distillateurs, des gens qui bossent déjà le sorgho, qui bossent le koji, etc. Et potentiellement garder une partie de la prod ici, sachant qu'ils partent dans quelques mois et qu'ils ont encore du stock ici. Donc ils ont quand même, ils ont fait en sorte que le changement n'impacte pas les distributeurs en Europe et que le temps de la transition, il y a du stock qui soit déjà disponible ici. Donc ils ont un peu de temps encore pour organiser la partie Rome. En tout cas aux États-Unis, ouais, c'est leur plus gros marché. Ils ont acheté un building, enfin ils louent un building à Brooklyn, un truc vraiment Ouais, cool. Je crois que on a une photo, ouais. ouais, c'est ça, ouais, voilà, Voilà. exactement. Donc tu as été un des derniers à visiter parce qu'il me semble que là, ça va commencer Ça à ferme, shut ouais. down, ouais. Et il y aura un bar aussi dans le nouveau local avec un ancien de Mr. Lion et Mais tout. ça, Lion, c'est ça. Ouais. Euh, donc voilà, donc ça doit être quali, mais ça m'interroge sur le. Donc ça, ils vont produire. Donc en fait, Empirical va devenir une marque aussi. Et il y aura des producteurs en marque blanche ou comment ça se fait? Ou c'est des succursales, je sais pas. Non, non. C'est Eux, ils gardent la marque empiricale. Tous les alambics, enfin, la distillerie déménage au sens propre du terme à Brooklyn. Tous leurs ouais, alambics sont des alambics sur mesure qui ont été fabriqués spécialement pour eux, donc qui peuvent pas racheter, vont être envoyés à Brooklyn. Ils vont garder une sorte de, à mon avis, d'atelier genre au Danemark. Je crois qu'il d'accord. y a 2 ou 3 personnes dans la distillerie actuelle qui restent au Danemark pour continuer soit à produire, soit à recevoir des gens, à faire des activations parce qu'ils ont évidemment une présence locale hyper importante, vu qu'ils viennent de chez Noma et que voilà, tout le monde vient de chez Noma quand tu travailles dans la restauration au Danemark. Et du coup, ils cherchent à continuer à produire certains des alcools qui vont être destinés au marché européen en Europe par le biais un distillateur ou d'un fabricant qui pourrait reprendre un cahier des charges hyper méga complexe qui est le cahier des charges d'Empirical. Donc ça, pour l'instant, c'est pas encore, à mon avis, décidé de leur côté, mais Ouais. ils veulent quand même garder un pied en Europe d'une manière, d'un point de vue production, pour pas devoir envoyer des États-Unis, etc. Bah, enfin, moi, ça me fascine, le côté. Enfin, c'est un sacré déménagement, quoi, quand tu vois effectivement les Ouais, installs, le côté alambic, ils ont tout bricolé un peu à ouais, façon. la distillerie est exceptionnelle et en plus, ouais, ils font pas les choses à moitié. Quand ils ont une Hmm. idée en tête, c'est toujours jusqu'au boutiste et c'est des vrais passionnés et des vrais geeks et il y a peu de projets comme ça et c'est un projet qui est quand même assez fantastique. Donc on est content pour eux. Ok, bon, en tout cas, on suivra ça avec intérêt, c'est certain. Bah tiens, on parlait de Koji, tu as justement, bah, peut-être un futur, un futur prestataire ou Empirical bis à la française, c'est Boz Distillery. Donc, j'ai vu ça sur leur Instagram depuis quelques semaines maintenant. Justement, ils travaillent le Koji pour lancer des fermentations sur du malt. Voilà, donc je n'ai pas plus d'infos que ça, mais en tout cas, très curieux parce que ça a l'air vraiment d'être une distillerie très, très créative. Ouais. Il me semble que toi, tu distribues donc du rhum, hein.
Exactement. Alors, moi, j'ai pas pu y aller, mais Benjamin y était. Il est revenu avec des étoiles plein les yeux. Il m'a dit que c'était une des distilleries les plus enfin, un des projets les plus incroyables qu'il ait vu en France. Donc, c'est Benoît qui est du coup le distillateur qui fait, je crois, tout de A à Z. Il a des projets, enfin, il a une liste de projets qui est assez incroyable. Il fait quasiment tout seul avec sa femme. Et nous, en D'accord. effet, on distribue 2 de ses produits. On distribue une gamme de rhums qui s'appelle Hock Bendock. Ce sont des rhums de mélasse français, enfin distillés en France et fermentés en France, qui sont des rhums d'entrée de gamme au sens tarifaire, c'est-à-dire plutôt des rhums de verse, mais D'accord. qui sont d'une qualité exceptionnelle et qui pourraient être vendus deux fois plus cher et les gens les achèteraient. Je ne sais pas s'il a mis des photos, parce qu'en fait, c'est une gamme, une marque qu'il a lancée. En fait, il dépose pas mal de marques, il lance des Ouais. tests, etc. Il avait lancé cette gamme il y a 2-3 ans, et en fait, Benjamin l'a goûté chez un caviste à qui il restait quelques bouteilles. Et il lui a dit, mais est-ce que cette gamme existe toujours? Et il lui a dit, bah, en fait, non, c'est une marque que je voulais plus ou moins enterrer. Et du coup, il a un D'accord. peu il a ressuscité pour nous. Donc, je sais pas si tu trouveras la bouteille sur Instagram, parce qu'elle est clairement, c'est une marque qui a très peu vécu avant et qu'on vient à peine de relancer. D'accord. Je sais même pas si elle est sur notre compte Hmm. Instagram à nous, mais un rhum fantastique. T'as dit EOC, non? Non, c'est autre À chose. voir. Hock Bendock, mais je pense pas que tu la trouveras Ouais. J'avoue sur l'Insta. que ça me parle pas forcément, là, comme ça. On vient de la reprendre, la distribution, il y a même pas 6 mois, donc c'est vraiment, vraiment nouveau. Ok, bah, en tout cas, projet à suivre, hein, puisque bah, je pense, ouais, c'est clairement atypique en France, d'avoir des choses aussi créatives et Ouais, qui sortent du lot, qui sont un peu hors catégorie. Moi, chez Cocktail Spirit, j'avais goûté une sorte, alors c'était pas du mezcal, tu vois, mais c'était l'idée du mezcal, je sais pas, avec des feuilles de figue fumées ou quelque chose comme ça. Euh, et voilà, ouais. il travaille sur des choses un peu hors catégorie. On sait pas les classer et voilà. Il a fait une liqueur de figue de Barbarie qui s'appelle Fiba, qui est exceptionnelle. Il a déjà avoir une Koji Room. Je pense pas qu'il y ait deux Koji Room en France. Peut-être qu'il y en Moi, a d'autres, mais j'en connais pas d'autres. quand j'étais à Distillerie de Paris, on avait travaillé du koji avec Nicolas Jules, Ouais, mais en effet, pas, c'est vrai que non, vous aviez il n'y a pas. pas de koji room. Vous aviez un Enfin, petit bac chauffé, c'est ça ah ouais, je crois que je l'ai visité la distillerie à ce moment-là. Ouais. en fait, vu qu'il a ses épiceries, toutes ses cuisines pour toutes ses boutiques, sa boulangerie et tout, il y a un peu d'espace où tu peux détourner un peu pour ce genre de projet. Mais non, il y a pas de pièce dédiée à ça. Donc c'était vraiment pour le coup artisanal. Ouais, Ça m'a pas laissé un très bon souvenir le koji parce que ça sentait très fort. ça sent hyper fort. Ouais. Donc j'étais pas très fan de manipuler ça. Ouais, et ça reste. J'étais au Japon visiter notre distillerie de Shoshu et Ah, enfin, ça sent fort et ça sent longtemps, quoi. Enfin, l'odeur reste à vie. Enfin, en gros, la pièce qui sert à cogifier, elle est imprégnée de cette odeur. C'est une odeur vraiment particulière qui est pas désagréable, mais c'est sûr que si tu la sens tous les jours, au bout d'un moment, ça peut être un peu relou, quoi. ouais, là si t'as oublié de mettre des gants une fois, c'est pas deux fois quoi. Ouais, Tu voilà, en t'en gros, c'est ça. tu t'en souviens. Bon, en tout cas, à suivre, ça se passe du coup dans le sud-ouest, c'est Bose. Bon, on va enchaîner avec, bah tiens, on revient au mezcal avec Pensador, donc une marque qui a été créée par des Londoniens euh, et qui donc serait a priori le premier mezcal certifié B Corp. Et alors c'est pareil, il me semble que c'est distribué en France par RF comme Balcones dont on discutait tout à l'heure. Ouais. Et je trouve intéressant tout ça parce si on zoome un peu, zoom out sur le truc, il y a vraiment cette question de le développement durable du mezcal ou de la tequila dans une situation où tu as une demande de plus en plus forte. On voit avec Teremana des marques de tequila comme ça et tout. Donc je sais pas, je suis convaincu que tu as un avis aussi là-dessus sur comment en fait peut prospérer, comment peut se développer un peu se développer la catégorie sans tout flinguer, sans que tu te retrouves avec des agaves pas matures qui sont utilisées ou je sais pas. Ce qui est cool dans le mezcal, c'est que bon, tu as plusieurs types de projets. Tu vas avoir des projets gigantesques, genre Teremana, Casamigos, Patron, etc. Et eux, en approvisionnement, bah, ils ont leurs propres agaves, mais ils dépendent d'autres producteurs d'agaves, évidemment. Donc,
Donc ça pose problème le jour où un de leurs fournisseurs d'agave n'a plus d'agave ou qu'il y a une maladie, une épidémie qui ravage les champs, comme c'est déjà arrivé beaucoup de fois à Jalisco, dans l'appellation tequila. Dans le mezcal, ce qui est cool, c'est que les petits producteurs, ils sont protégés, ceux qui sont à Oaxaca, ils sont protégés par un droit qui est donné aux exploitants de la terre. C'est-à-dire qu'à Oaxaca, en tant que propriété, en tant qu'entrepreneur ou que société privée, tu ne peux pas acheter de champs d'agave. D'accord. Donc la terre appartient aux producteurs et aux communautés. Donc ça ne veut pas dire que Diageo ou Pernod ne peut pas acheter des plantes. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas acheter de terres agricoles. Ce qui va protéger en fait les petits producteurs. C'est-à-dire que, encore une fois, pour reprendre Lalo Cura, Lalo Angeles, lui, 100% quasiment des agaves qui sont utilisées dans son mezcal proviennent de ses champs à lui. Et ces champs qui sont en biodynamie, même une biodynamie millénaire mexicaine, d'utilisation des ressources des champs, protègent quand même ce type de producteur de plus avoir de stock d'agaves, quoi. Évidemment, le problème va se poser. Il s'est déjà posé à Jalisco plusieurs dizaines de fois, avec des ruptures des ruptures de stock. Comment ça s'appelle, il y a plus d'agaves en fait, donc les prix augmentent, etc. Des pénuries d'agaves, exactement. L'erreur qui avait été faite à Jalisco, c'est d'autoriser uniquement la variété d'agave bleue, ce qui fait que il y a qu'une espèce. Cette espèce-là, du coup, elle se renforce pas génétiquement parce qu'elle est clonée, reclonée. Dans l'appellation mezcal, on n'a pas fait la même erreur. En fait, tu peux utiliser n'importe quelle plante. Donc, tu peux mélanger dans tes champs différentes agaves, ce qui va normalement renforcer un peu les capacités à la plante à s'adapter au réchauffement climatique, etc. Comme on voit dans le vin avec des cépages ancestraux qui ont un moins bon rendement, mais qui en fait s'adaptent mieux au réchauffement climatique. Donc, en gros, il va y avoir de réels enjeux. Pour les petits producteurs, je pense qu'il n'y en aura pas, à part si eux-mêmes ont des problèmes. Mais clairement, pour les grandes maisons de mezcal et tequila, il continuera à y avoir des problèmes dans le futur. Je pense que les producteurs, même industriels, se sont rendus compte que sans agave, il n'y avait pas de tequila ni de mezcal, et que du coup, ils font quand même attention. J'ai quand même l'impression que même des grosses marques semi-artisanales, semi-industrielles replantent énormément et prennent la mesure du risque d'extinction. Donc en fait, tu vois une déforestation d'arbres ou de n'importe quel autre type de plante au profit d'agave. Donc tu remplaces une variété végétale par une autre. C'est moins grave, disons, que si on rasait juste des forêts pour faire des centres commerciaux, mais ça reste quand même un problème parce que s'il n'y a pas de variété de plantes différentes dans un même champ, dans un même environnement, généralement les plantes s'enrichissent les unes les autres. Donc disons que les plantes s'affaiblissent et peuvent, comme ça a été le cas à Jalisco, une petite épidémie peut ravager plusieurs centaines, voire milliers, dizaines de milliers d'hectares, vu que les plantes ont le même ADN en gros et vont être beaucoup plus fragiles. Il va y avoir des gros enjeux en termes de reforestation d'agave, c'est certain. Est-ce que tu penses que c'est une opportunité pour un peu, on voit qu'il y a de l'agave qui se développe en Australie, qui se développe en Afrique du Sud, on parle d'agave en Californie aussi, parce qu'avec le réchauffement climatique, on parle de Mescalifornia. Mescalifornia, j'ai vu ça, ouais. Est-ce que tu penses que c'est une opportunité pour ces nouveaux acteurs de l'agave ou Écoute, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un WhatsApp d'un producteur indien de mezcal qui s'est vachement inspiré d'une bouteille qui existe, je ne vais pas citer le nom, une bouteille assez jolie avec, tu vois, les informations, le nom du batch, le nombre de bouteilles sur le batch, un truc vraiment à la mezcal, distillat d'agave fabriqué en Inde. Moi, je suis pas pour. Comme je te disais, on n'est pas extrémiste. C'est comme, je pense, le champagne. Il y a des très bons cavas en Espagne. Il y a des très bons vins californiens, pétillants. Il y en a au Mexique, il y en a un peu partout. Je pense que c'est une concurrence qui peut être saine aussi et qui peut désengranger peut-être une partie du volume. Je pense que voilà, la catégorie mezcal et tequila, c'est devenu des marques. Les gens demandent une tequila, demandent un mezcal. Et je pense que la concurrence faite par des producteurs de tequila, de destillat d'agave en Inde, en Australie ou en Afrique du Sud ne menacera jamais l'existence de la tequila et du mezcal. Au contraire, je pense qu'elles peuvent toutes s'enrichir les unes des autres et je vois pas en quoi ça serait un danger ou. Oui, moi je l'imaginais plutôt dans ce sens-là où si d'un côté tu as un problème de pénurie, en fait, mais que la catégorie a du succès, le fait qu'il y ait des possibilités de sourcing autres, même si ça s'appelle pas tequila ou mezcal, fait que ça peut soutenir une certaine demande et puis il y en a pour tout le monde, quoi. Exactement. Mais c'est hyper intéressant en tout cas. J'ai hâte de goûter. Je ne sais pas si nous, dans notre catalogue, ça prendra de la place dans le futur. On avait déjà été les premiers quasiment, on était les premiers à avoir du mezcal, du distillat d'agave de
d'Afrique du Sud avec Force Rabbit. C'est un Ouais. producteur de vin un producteur de vin nature, enfin biodynamique, qui fabriquait aussi un vermouth qui s'appelle Capéritif. Et en fait, il était allé à Oaxaca, il avait adoré le mezcal, il a creusé un four, c'est le four traditionnel Ouais. mexicain dans son jardin. Il a cuit des agaves et il a fait un truc qui était hyper bon, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas moins bon qu'un mezcal, que certains mezcals qui sont mal foutus, quoi. Donc, très intéressant. Enfin, on est hyper ouvert à ce genre de nouveautés. À suivre. Ok, bah écoute, on peut enquiller avec un tout autre sujet. Avec Fortgin, en fait, qui a sorti un vinyle avec 7 morceaux d'un musicien, d'un producteur qui s'appelle Dan the Automator et un DJ qui s'appelle Prince Paul. Je suis pas expert pour le coup. Mais voilà, une petite activation un peu sympa, donc d'associer ton gin avec de la musique pour faire un martini Un instant et de vendre ça consommation, là. avec un petit livret. Donc voilà, donc c'est une petite activation que j'ai trouvée Bah, c'est intéressante. potentiellement. Je l'ai envoyé à tous mes potes, parce que je suis super fan de Dan the Automator. C'est un producteur de Ouais, hip-hop, mais qui a fait un des meilleurs albums de trip-hop, je pense, qui existe, qui s'appelle, enfin, qui est qui est le nom qui est dans l'article. d'accord. Et je pense que c'est la meilleure activation que j'ai vue dans l'alcool. Je suis Ouais. un gros fan de musique aussi, et en fait, j'ai essayé de l'acheter hier. Ils envoient pas en France. J'ai Ah contacté un merde. pote à moi qui habite en Californie. Il vit pas en Californie. Je disais, mais putain, où est-ce que je peux acheter le vinyle? La bouteille de gin à la gueule, je pense qu'elle a peu d'intérêt parce que c'est le même, c'est le normal, quoi. C'est le Oui, gin le normal gin. qui est, C'est pour ça que c'est dispo à intéressant. côté. C'est qu'en fait, t'as un produit comme ça il évolue pas le produit, tu vois. T'as pas de l'actu à Ouais, fournir tous les jours là-dessus. Et le fait d'imaginer des petites activations parallèles, comme ça, ok, le gin, c'est le martini. Ah bah tiens, on va faire une playlist, mais physique, ouais, en vinyle, spécialement pour ça, c'est intéressant. c'est incroyable. Enfin, presser un vinyle, enfin, c'est le genre de collab que j'aurais rêvé de faire avec une de nos marques, mais Ouais. il faut un peu plus de moyens, je pense, pour ça encore. Bon. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? On reste sur le domaine un peu de la publicité avec Bud Light qui a lancé une campagne d'1 an qui s'appelle comment? Qui s'appelle 100% Hard Seltzer, 0% Beer. Et en fait, j'ai trouvé ça assez amusant et t'as Vinepair qui fait un article dessus d'ailleurs pour finalement montrer le côté un peu rigolo que en fait, ils font une campagne de pub pour t'expliquer que leur produit, il n'y a pas de bière dedans, parce que les gens n'ont pas compris. Ouais, Et forcément, quand tu t'appelles Bud Light, mais à quoi vous pensiez, les gars? ouais, clairement, c'est Euh, donc voilà, petite activation, petit côté branding et tout. Je sais pas si c'est le côté un peu paradoxal. Tu vas monter une marque, bon, mettons là de hard seltzer parce que c'est tendance, mais au nom de ta marque de bière, parce que tu dis, bah, ma marque, elle pèse et du coup, ça va se vendre. Sauf que derrière, tu te retrouves avec une problématique, c'est qu'en fait, les gens n'ont pas compris le produit parce que c'est pas ta bière, justement. ouais, Donc, ouais, enfin, je pense que les gens avaient déjà du mal à comprendre. C'est vrai qu'on, si en plus ton hard seltzer s'appelle comme ta bière et que tu dois expliquer derrière que c'est pas de la bière, ça devient complexe comme histoire. voilà. Et pour rester, bon, on arrive au bout là, de toute façon. Pour rester un peu sur la thématique un peu comme avec Ludovic Mornan, à qui je fais un autre podcast qui s'appelle Bottlefield Show. On a parlé dans le dernier épisode d'une campagne de pub, enfin, pour une bière qui en fait s'est positionnée comme interdite aux moins de 35 ans. Ok. Donc voilà, donc Je peux pas si la vous regarder voulez. du coup. C'est vrai, t'as pas trop le Dans choix. 2 ans. D'accord. Bref, bah voilà, exactement. Bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à checker ça. Et pareil, pour vous rappeler que vous pouvez toujours mater le replay de l'épisode précédent. Donc voilà, donc j'en parlais juste avant, c'était la semaine dernière, c'était avec Fabrice Jarlot, qui nous parlait notamment de Westland et d'American Single Malt tourbé américain, donc assez inédit. Voilà, bah du coup, on a fait à peu près le tour de cette édition. Comme toujours, je vous rappelle, donc vous pouvez retrouver toutes les mentions, toutes les sources là, de tout ce qu'on vient de se parler sur distillnews.fr. Vous pouvez évidemment vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et pour finir un peu avec David, bah, vous pouvez checker mescal.fr pour voir un peu tout ce que Mescal Brothers
distribue, hein, et malgré le nom. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as rajouté le And Other Stories, Exactement. euh, parce qu'il n'y a pas que du mezcal. Euh, voilà, donc vous pouvez checker ça sur mezcal.fr. Et puis, t'as aussi, on peut suivre un peu les aventures sur Instagram. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Est-ce que tu veux mettre en avant peut-être une petite pépite que tu as rentrée à Parumo dernièrement? Alors on a toujours, on essaie toujours d'être à la recherche de produits un peu différents. Là, on a un projet qui va bientôt arriver, mais c'est encore un peu le début, donc on tease, mais je pense que ça sera sorti des alambics dans un an. Un projet d'Afrique de l'Ouest, un distillerat D'accord. d'Afrique de l'Ouest, donc il y en a quasiment zéro sur le marché, en tout cas pas disponible facilement. On a rencontré un entrepreneur passionné et passionnant qui vient de là-bas et qui va faire découvrir au monde un alcool que personne ne connaît. Pour l'instant, j'en dis pas plus, D'accord. mais un projet vraiment passionnant. On a aussi commencé, bon, c'est un petit peu plus ancien, mais ça date de post-Covid, donc on n'était pas encore, on se remettait un peu de un an et demi de souffrance. C'est un alcool qui s'appelle Mhm. Ma, un alcool indien qui est D'accord. distillé en France parce que pour le moment, la distillation en Inde est un peu compliquée. Il y a un monopole de la Ah distillation. oui. Donc, je crois que c'est la 5e photo, là, tu as la petite alambic. Donc, pareil, qui inclut vachement les femmes dans la fabrication. Un projet vraiment passionnant, très rural, comme le mezcal. C'est leur D'accord. mezcal local, en fait. Il y a une tradition hyper ancienne, avec une plante sacrée et une fabrication complètement à la main. Donc, un projet vraiment, vraiment passionnant. C'est le genre de projet qu'on va toujours continuer à mettre en avant, nous, dans Mezcal Brothers et Ok. Other Craft Spirits. Donc voilà, on essaie toujours d'avoir des choses que personne ne connaît. C'est toujours le défi qu'on a. On a fait ça pour Empirical Spirit, on l'a fait évidemment pour Mezcal il y a 10 ans. Et l'idée, c'est de toujours apporter au public des alcools qu'on connaissait soit très mal, soit pas du tout. Donc on continue dans cette quête. On aura bientôt, à mon avis, épuisé. On a toujours l'impression qu'il n'y a plus rien de nouveau et en fait, on se Oui. débrouille toujours pour trouver quelque Moi, chose. toutes les semaines, je le vois, et ne serait-ce qu'avec toutes les fusions un peu de catégories. Ouais, Enfin, là où on parlait de Bose avant, tu vois, on crée tout le temps des nouveaux trucs. clairement. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais tu as aussi un whisky de maïs mexicain Oui, dans ton catalogue. Donc, a priori, il y a des actus qui vont venir. Bon, à suivre sur Disti News, évidemment. Voilà, voilà. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur ce Distillcast. bah, merci à toi. Voilà, c'était super enrichissant, tous ces petits apports là sur le marché du mezcal notamment. Voilà, bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, évidemment, à liker tout ça, et puis à retrouver tout ça sur distinews.fr. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao! Salut Frédéric, ciao.